Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler du sujet de la santé et du numérique inclusif. Alors, moi je suis Roxane Martin, je suis responsable des activités conseil chez We Take Care. On est un acteur du numérique inclusif, on agit sur ce sujet depuis 2015 et on a eu l'impression depuis ces dernières années de faire vraiment un grand pas en avant en structurant notamment des démarches auprès des collectivités territoriales. On en a parlé longuement au cours d'un premier cycle de conférences à diverses échelles. Et puis l'État s'est aussi beaucoup engagé sur le sujet ces dernières années. Et on en a parlé également sur les dernières émissions. Aujourd'hui, on a touché, je pense, des milliers et des milliers de personnes avec ce premier jalon de structuration, mais il y a encore des personnes qui restent éloignées du numérique. Et on a le sentiment qu'il faut vraiment aller les chercher, il faut vraiment aller vers eux et partir de leur motivation. Pour ce faire, on va s'intéresser lors de ce cycle de conférences sur 2022 aux thématiques et aux services utiles aux Français en ligne. Et pour commencer ce cycle de conférences 2022, on va entamer sur le sujet de la santé. Santé qui a occupé nos vies ces dernières années de manière assez structurante et qui fait aujourd'hui l'actualité, notamment avec le déploiement de Mon Espace Santé. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Pierre Dubreuil de la délégation du numérique en santé au ministère de la Santé. Bonjour. Camille Vaziaga, responsable du plaidoyer chez Doctolib. Bonjour. Geoffroy Boulard, qui est maire du 17e arrondissement, vice-président de la métropole du Grand Paris en charge de l'inclusion, justement de l'innovation numérique et membre de la commission numérique de France Urbaine. Et Claire Percet, secrétaire générale adjointe du groupe Altis. Merci beaucoup à vous quatre d'être autour de la table. On recevra aussi tout à l'heure la Croix-Rouge française qui viendra nous parler en tant qu'acteur du social et du sanitaire de leur vision sur ces enjeux. Je vais d'abord laisser la parole pour un mot d'introduction à Claire Percet. Merci encore de nous accueillir sur ce plateau du groupe Altis. Merci Roxane, bonjour à toutes et à tous. Un petit mot effectivement d'introduction pour vous dire que je suis très heureuse de vous accueillir au sein de l'Altis Campus. Altis, on ne connaît pas forcément, mais c'est pourtant 3 marques très connues. Un pôle télécom avec SFR, un pôle média avec BFM et RMC, qui nous permet aujourd'hui de profiter de nos studios pour cette webconférence. C'est la 4e webconférence que nous organisons sur cette thématique de l'inclusion numérique. On organise un partenariat avec We Take Care et on l'organise également à chaque fois avec une association d'élus dont SFR est partenaire. Et aujourd'hui, on a le plaisir de l'organiser avec France Urbaine. L'inclusion numérique, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur chez SFR. On travaille sur cette thématique depuis plus de 10 ans, en partenariat avec We Take Care, en partenariat avec une autre association qui s'appelle Emmaüs Connect, dont on est partenaire fondateur. Donc c'est un combat de longue date et on travaille autour de 3 grands axes qui sont équipés, connectés, formés pour un accompagnement à 360 degrés. Pourquoi ce combat au service de l'inclusion numérique ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le corollaire de notre cœur de métier chez SFR. Vous le savez, on déploie des réseaux fixes et mobiles. Et ça, c'est indispensable pour avoir accès au numérique. Mais ce qui est tout aussi indispensable, c'est de permettre à chacun de pouvoir s'approprier ces réseaux. Et donc, ça nous semblait naturel de mener le combat de l'inclusion numérique aux côtés d'acteurs associatifs avec lesquels on travaille main dans la main au quotidien. Merci beaucoup Claire. Et du coup, pourquoi ce sujet de la santé aujourd'hui ? Alors, comme je vous le disais en introduction, on a choisi ce thème parce qu'il y a l'actualité du déploiement de Mon Espace Santé. Mais en réalité, on est aussi venu sur ce sujet de la santé dès 2019 parce qu'on a travaillé beaucoup avec les caisses retraites qui, elles, se sont intéressées au sujet par le biais de la prévention. La prévention santé, ils ont toujours considéré le numérique et le numérique inclusif comme faisant partie de l'offre de prévention santé au service des publics seniors. Donc c'est comme ça que ce sujet-là, on est entré dedans, nous, acteurs associatifs du numérique inclusif.
Et puis, ces dernières années et ces derniers mois, on a eu la chance de collaborer avec la Fondation Roche et l'agence Pergamon autour de la construction d'un observatoire de l'accessibilité de la e-santé. Et dans le cadre de cette démarche, on a consulté un certain nombre de citoyens qui nous ont fait remonter 2 constats qui nous ont beaucoup marqués. Premier constat, 86% des Français sont finalement assez en attente de la e-santé et des services de e-santé. Et en même temps, on a un Français sur 2 qui se considère à la fois éloigné des services de e-santé et de l'offre de santé physique. Donc, un des leviers qu'on pouvait attendre de ces services de e-santé, on remarque que malgré tout, là, aujourd'hui, on est à un stade où on n'arrive pas tout à fait à lever, à tirer pleinement profit de ces services de e-santé. Et c'est pourquoi on avait envie de partager aujourd'hui avec vous. Alors, je vais me tourner d'abord vers Pierre Dubreuil pour nous parler de la démarche de concertation et de consultation des citoyens que vous avez menée dans le cadre de la construction de Mon Espace Santé. Qu'est-ce qui en ressort justement? Quelles sont les attentes des Français par rapport à cette e-santé? Qu'est-ce que ça vient apporter en plus? Oui, tout d'abord, nous, c'est vrai qu'à la délégation ministérielle du numérique en santé, on a une conviction, c'est que la transformation du système de santé en France va passer par un déploiement massif, cohérent du numérique en santé, qui soit également un numérique éthique. Donc, quand on dit ça, le numérique, c'est pas non plus une fin en soi. Pour nous, c'est vraiment un outil pour qu'il y ait des innovations thérapeutiques, des innovations dans l'organisation, pour être un facteur de réduction des fractures en santé, pour être un outil de meilleure coordination des professionnels de santé. Donc c'est pour ça qu'on a déployé nous une plateforme nationale, qui est donc une brique de base qui s'appelle Mon Espace Santé, donc qui est un carnet de santé numérique avec plusieurs outils, un dossier médical qui reprend un peu l'ancien DMP et pour l'instant une messagerie sécurisée de santé donc pour permettre d'échanger entre les patients et les professionnels de santé. Donc du côté du bénéfice des patients, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut en attendre. Alors, à la fois une meilleure coordination des soins sur des parcours de soins qui sont parfois complexes. Également aussi la possibilité de pouvoir stocker ces documents, de ne plus les perdre, donc de ne plus faire de double examen. Donc c'est tout ça qui va permettre aux patients vraiment d'être mieux pris en charge et notamment aussi en cas d'urgence. Un mot sur la méthode. Donc c'est vrai que nous, on a mis en place tout un processus de co-construction autour de Mon Espace Santé. Et l'idée, c'était de dire comment on fait pour prendre en compte les usages, prendre en compte les usagers et ce qu'ils en attendent. Et comment on fait ça, notamment pendant la phase de développement de Mon Espace Santé, mais aussi comment on s'assure dans la continuité qu'on a un outil qu'on va faire évoluer dans le bon sens, qui va répondre aux besoins des utilisateurs. Donc en 2021, pour le développement de Mon Espace Santé, on a convoqué un comité citoyen du numérique en santé. Donc concrètement, c'était une conférence de consensus, comme la Convention citoyenne pour le climat, avec 28 citoyens tirés au sort qui sont venus des 4 coins de la France pour faire 3 week-ends de travail, prendre en compte les enjeux autour du numérique en santé, comprendre ce qu'allait être Mon Espace Santé. Honnêtement, ils ont produit un rapport qui est d'une qualité époustouflante avec 64 propositions à la fois sur comment peut être Mon Espace Santé et comment aussi on peut accompagner à ce produit. Sur ces 64 propositions, on en a presque 70% qui ont été pris en compte là, à mai 2022. Et l'idée, c'est vraiment de les prendre toutes en compte. Il y en a certaines qui nécessitent des évolutions législatives, donc ça sera évidemment progressif. Et on publiera également les avancées sur cette prise en compte. Qui nous permet finalement de continuer à avoir un produit qui évolue avec les citoyens en les gardant dans la boucle de co-construction. Super, merci beaucoup. Et du coup, je vais me tourner vers Camille Vaziaga sur le pourquoi de Doctolib. Parce qu'effectivement, Doctolib a beaucoup occupé nos vies ces derniers mois, encore plus que peut-être ça l'était à l'origine pour certains. Donc, pourquoi Doctolib? Pourquoi vous avez ressenti le besoin de créer ce service? À quels besoins citoyens ça correspondait? Doctolib répond à 2 besoins qui sont finalement assez simples. Doctolib a été conçu il y a 9 ans maintenant. On est encore une jeune entreprise, mais on peut déjà avoir un recul sur les missions d'origine, on va dire, et le constat d'aujourd'hui. Les missions d'origine, en fait, elles étaient doubles. La première, qui est un peu la mission, on va dire, grand public, que tout le monde connaît, parce que Doctolib est très utilisé aujourd'hui, c'est celle de simplifier l'accès aux soins. Simplifier
l'accès aux soins, vous le disiez, les chiffres sur les ressentis de vivre dans des déserts médicaux. J'en avais un autre qui venait du rapport de l'Institut Montaigne qui disait près de 40% des Français considèrent vivre dans un désert médical. Et un autre chiffre du même rapport dit une personne qui est atteinte d'une maladie de Parkinson va consulter jusqu'à 30 professionnels de santé. Donc en fait, on voit très bien comment est-ce que de parcours de patient, on peut passer à parcours de combattant. Et il y a un vrai besoin de simplifier. Et c'était une des promesses de Doctolib, une des propositions de Doctolib qui était de dire on va simplifier l'accès à la prise de rendez-vous. Je pense que beaucoup d'entre nous se reconnaîtront sur le rendez-vous pédiatre pris à 5h du matin et j'en passe à des situations comme celle-ci. Donc simplifier l'accès, donner plus d'informations aux patients avant qu'ils puissent consulter son professionnel de santé et lui donner plus de lisibilité et plus de souplesse aussi sur son parcours de soins. Et la deuxième promesse, qui est un peu moins connue des services de Doctolib, mais qui pourtant est majeure et vraiment centrale dans le travail de Doctolib, qui est notre point de boussole, c'est simplifier le travail des professionnels de santé et leur faire gagner en confort dans le travail. On a tous aujourd'hui des standards d'innovation dans notre profession, dans nos métiers qui sont très élevés. Je vois tous ces smartphones sur la table. Du côté du cabinet, a pris un peu plus de temps à arriver et c'était là aussi que voulait s'investir Doctolib. Et donc l'objectif, c'était de pouvoir réduire les tâches administratives notamment pour pouvoir augmenter le temps de soins. Et donc en fait, ces deux enjeux finalement, ils communiquent entre eux puisque si on augmente le temps de soins, on augmente aussi la possibilité pour le professionnel de santé de se concentrer sur son métier premier, le soin, et peut-être aussi de voir plus de professionnels de santé. 1 heure, c'est environ 5 consultations chez le médecin généraliste. Si on fait gagner 2 heures par jour à un professionnel de santé, on imagine que ça peut avoir un effet important. Très clair, merci beaucoup. Et on est content en fait d'avoir autour de la table autant des acteurs privés que des acteurs publics, parce qu'on a le sentiment que ce sujet e-santé, non seulement il est en plein essor, il y a une kyrielle de services qui aujourd'hui sont proposés sur ces dynamiques de e-santé, autant privés que publics. Alors on a porté le regard d'un acteur du numérique inclusif sur ces services, et notamment sur ceux qui sont visibles aux citoyens. On voit bien qu'il y a tout un panel de services qui sont en réalité plutôt du côté du professionnel pour fluidifier le parcours de soins. Mais ce qui est directement visible et du coup ce dont le citoyen peut se saisir, il nous semble qu'il y a plusieurs choses intéressantes à remettre en perspective. Premier élément, tout ce qui relève de l'accès au droit. Et là, évidemment, on pense à Amélie.fr comme service socle de cet accès au droit en matière de santé. On a aussi, et vous l'évoquiez tout à l'heure, tous les services autour du stockage de la donnée, de l'échange de la donnée. Et notamment avec mon espace santé, tous les services qui sont plutôt autour du lien aux professionnels de santé, autant dans la prise de rendez-vous que finalement dans les services de télémédecine qui se déploient de manière de plus en plus forte, à la fois sur de la téléconsultation. Et il y a beaucoup de services qui se développent, on a découvert ça, beaucoup de services qui se développent autour de la téléconsultation, mais aussi autour du télésuivi, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir garder un lien avec son médecin ou ses médecins dans la curation d'une maladie longue ou d'une rééducation. Dans le même esprit, on a les objets connectés et là aussi, on a l'impression de vivre beaucoup d'innovations en travaillant avec le monde du bien vieillir. Notamment, on voit ces objets connectés qui se développent et qui font de plus en plus partie du quotidien de certains citoyens français. Et enfin, encore une fois, quelque chose qui nous a semblé assez pléthorique, c'est l'offre de services et de sites et d'applications, en fait, beaucoup d'applications autour du bien-être, de la prévention, de l'information, qui viennent apporter peut-être plutôt ce côté, oui, information et ludique, comment je prends soin de moi en m'amusant, éventuellement avec des choses qui sont un petit peu gamifiées, autour du sport, autour de l'alimentation et autour de la parentalité, par exemple. On a l'impression que là-dessus, il y a beaucoup d'innovations et beaucoup de créations qui se font. Mais ce qui fait que cet écosystème de l'inclusion, de la e-santé, pardon, il est assez pléthorique et on se dit, mais comment est-ce qu'on arrive à donner une lisibilité là-dessus, à donner une clarté aux citoyens. Alors je vais me tourner vers le ministère en premier lieu et puis ensuite je m'adresserai plutôt aux collectivités. Comment est-ce qu'on arrive à donner un petit peu une grille de lecture, une cohérence, une lisibilité à tout ça ?
C'est vrai que le constat, on le partage aussi, et c'est pour ça que dans mon espace santé, on est en train d'ajouter une nouvelle brique, alors en plus du dossier médical et de la messagerie, c'est un catalogue de services dont c'est justement le but de pouvoir référencer toutes ces applications et tous ces sites qui existent autour de la prévention, du bien-être, de l'échange avec les professionnels, pour pouvoir avoir une visibilité sur ces produits. Bon, déjà, la première chose avec ce catalogue, c'est de se dire, je sais que ça existe parce que je les vois. C'est la première étape, mais c'est pas toujours évident. La deuxième chose, c'est de se dire, en fait, l'État, en les mettant dans ce catalogue qui fonctionne comme un store, donc comme l'Apple Store ou le Play Store, on va avoir des sites référencés, puis on va pouvoir les consulter, potentiellement les connecter avec mon espace santé pour qu'ils puissent échanger des documents ou voilà, des messages. Donc ce catalogue d'applications, il va référencer uniquement les applications qui ont des critères éthiques, des critères d'interopérabilité, de sécurité, donc avec un haut standard de sécurité et d'éthique, et également sur les problématiques environnementales, avec une sorte d'éco-score, donc qui va permettre aux citoyens de pouvoir s'y retrouver, et en disant ces applications-là, elles ont été en quelque sorte labellisées par l'État, et je sais que je vais pouvoir avoir voilà, une certaine confiance dans ces applications. Okay. Pour aller un peu plus loin, nous, on sera très contents s'il y a pléthore d'applications. Ça voudrait dire que le secteur a vraiment passé un cap sur ces problématiques de sécurité, de confiance, d'éthique. Et on pourra mettre en place des mécanismes de personnalisation des applications avec des mécanismes de filtrage, tout en gardant ça évidemment à la main du citoyen, parce que le but de mon espace santé, c'est vraiment de redonner la main au citoyen sur sa santé et sa santé numérique. Donc tout ça sera évidemment respectueux de ses choix. Ça marche. Et du coup, du côté du citoyen, en tant que représentant des citoyens, Geoffroy Boulard, vous, est-ce que vous avez le sentiment que vos concitoyens se saisissent de ces outils, et quel levier vous voyez à ces services de e-santé pour les enjeux de votre territoire ? Dans les villes, dans les métropoles, dans les agglomérations, le numérique est perçu comme un accès aux soins. C'est d'abord le premier constat. Après, on a des déserts médicaux dans les villes. Donc c'est un sujet des villes. C'est un sujet sur lequel les élus sont interpellés par les habitants, même si ce n'est pas forcément une compétence municipale, puisque c'est plutôt régalien. Mais on l'a vu à travers le Covid, les maires se sont impliqués. Et si on n'avait pas eu Doctolib, par exemple, pour proposer de tester les personnels de santé au tout début de la crise sanitaire, on n'aurait pas pu mettre en place des politiques efficaces de prévention pour permettre la continuité du service public, notamment dans les hôpitaux. Donc les élus, les territoires, ils sont mobilisés. Après, on a deux enjeux. On a l'enjeu du non-recours aux services de santé à cause d'un numérique qui est éloigné d'un certain nombre de populations. Donc c'est notre sujet d'aller vers ces populations. Et puis la deuxième catégorie, c'est la non-demande, parce qu'il faut pas occulter cet aspect-là. On a une partie de citoyens qui, pour des raisons liées à la data, liées aux données personnelles, ne veulent pas et ne demandent pas. Et donc on a ce sujet aussi à aborder, donc les personnes qui sont dans une situation de non-demande et d'autres de non-recours. Donc l'information, la communication, le fait de rassurer, quelque chose de très important, et ça c'est le rôle des villes et des mairies. Il y a aussi des initiatives, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, qui sont prises à l'échelon local. Très bien, effectivement, du coup, ça met le doigt sur cet enjeu qui est le nôtre de comment est-ce qu'on rend tout cela plus inclusif, et comment est-ce qu'on s'adresse aux personnes les plus éloignées sur ces services effectivement utiles à tous. Nous, portant le regard, encore une fois, d'un acteur plutôt numérique inclusif, on se dit qu'il y a un premier enjeu, c'est celui de l'ergonomie, c'est celui de la facilité à accéder à ces différents services. Et là, on s'est tourné vers notre communauté Les Bons Clics, qui est du coup la communauté d'aidants que nous animons au niveau de We Take Care. Il y a 47 000 aidants sur cette plateforme. Et le retour, c'est qu'il y a 66% des aidants numériques qui considèrent aujourd'hui ces outils comme prenant insuffisamment en compte les publics éloignés du numérique. En réalité, cela couvre des
des services quand même qui sont à divers niveaux d'accessibilité, d'ergonomie. On a des services qui sont assez simples et du coup assez simples aussi d'utilisation. Et en revanche, il y a des sites qui sont beaucoup plus contraints, notamment des sites administratifs, et où là, la prise en main est plus compliquée, où on les sollicite souvent sur, justement, très, très concrètement, de la prise en main technique, voire aussi de la compréhension des mots et des termes qui sont utilisés dans le cadre de ces sites qui ont un langage forcément un peu plus administratif. Et c'est vrai qu'au-delà de cette question de l'ergonomie, on se dit qu'il peut y avoir aussi des challenges et des enjeux de prix autour de ces services. Un grand nombre de services, et notamment ceux que vous représentez, sont gratuits, mais il y a aussi une offre payante qui existe et on peut se poser la question de l'équité, qui était, je pense, dans les propositions citoyennes, un vrai enjeu autour de ce numérique en santé. Finalement, ça permet plus d'équité. Si demain on a des services payants, des services gratuits, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on continue à préserver cette équité dans la durée. En tout cas, nous, ce qui nous a marqué, c'est l'envie des aidants de notre communauté d'accompagner sur ces sujets du numérique en santé. Et on voulait aussi avoir l'avis des différents acteurs autour de la table sur comment est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez en compte la dimension inclusive et les publics fragiles dans vos stratégies. Alors je vais me tourner vers Camille pour parler de la manière dont vous voyez les choses chez Doctolib sur la prise en compte des publics fragiles. Oui. Alors déjà, il faut se dire que compte tenu de la nature de ces deux missions, on considère chez Doctolib qu'il y a un côté inclusif un peu par nature, by design, dans nos produits. Et ça, on le voit par exemple sur l'accès aux soins. C'est tout à fait parlant. On regarde des chiffres, par exemple, sur les délais d'accès aux rendez-vous en téléconsultation. Et on voit que sur les médecins généralistes, la moitié des rendez-vous pris en téléconsultation chez le médecin généraliste, en téléconsultation, sont pris dans les 24 heures. Et si on élargit aux autres spécialités, on est sur une médiane à 48 heures. Donc on voit déjà que, on va dire par nature, on a ces services qui rendent service, qui donnent accès à la santé. On a un autre enjeu, vous le soulignez, c'est celui de se dire que ces services sont accessibles pour tout le monde. Alors aujourd'hui, les chiffres aussi qu'on voit sont assez encourageants et on le voit aussi après une année et demie de campagne de vaccination. On a un patient sur 5 qui a plus de 55 ans. On a un tiers des rendez-vous sur Doctolib qui sont pris par des tiers, justement, vous parliez des fameux aidants numériques. Et on a aussi près de 90% de nos utilisateurs qui prennent rendez-vous en dehors des 5 plus grandes villes de France. On a une répartition géographique qui est là aussi, et on a une répartition sur la pyramide d'âge qui est là aussi. Après, évidemment, on peut se poser la question de, au-delà de cet impact social by design, comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et c'est vraiment aussi ce moment aujourd'hui où la vaccination nous a demandé aussi d'aller plus loin là-dessus par nature, et on voulait aller plus loin là-dessus. On a travaillé avec la Croix-Rouge, par exemple, sur équiper les centres de vaccination mobiles. Et aujourd'hui, on travaille avec We Take Care sur comment mettre en place des ateliers pour que les citoyens aient accès à leurs services numériques en santé de façon large, pas évidemment que les rendez-vous, la prise de rendez-vous sur Doctolib. L'accès à mon espace santé en fait partie. Aujourd'hui, ces ateliers pilotes, on les déploie dans 2 départements. Demain, on espère le faire de façon beaucoup plus large. Et ça, c'est un enjeu qui est fort pour nous. Sur, par exemple, la crise ukrainienne, on a eu à cœur de créer un portail pour les ressortissants ukrainiens en France, Allemagne et Italie où Doctolib opère, afin que notre site soit facilement utilisable par des personnes qui ne parlent pas français. Et là aussi, on travaille avec les associations pour avancer là-dessus. Et enfin, vous soulignez un enjeu que je ne peux pas vraiment passer sous silence, qui est l'enjeu de dire, pour convaincre les différents patients qui bénéficieraient à utiliser nos services, il faut aussi être irréprochable sur la question de la privacy, sur la question des données. Et ça, Doctolib fait le job aussi. Et puisque aujourd'hui, au-delà de tout ce qui est obligation légale, on va plus loin. On propose des
services de chiffrement de toutes nos données. Sur tous les documents, on propose des services de chiffrement de bout en bout et on investit. On a acquis une société qui s'appelle Tanker qui cherche à repousser les limites de l'innovation sur justement ce chiffrement de bout en bout qui est majeur. Et aujourd'hui, on veut vraiment encore aller plus loin et demain proposer ça sur tous nos services. Donc c'est un peu nos piliers, l'inclusion mais aussi la privacy, c'est nos deux piliers pour avancer sur ces questions-là. Ça marche. Et alors, pour nous parler justement aussi de ces enjeux d'inclusion et de comment on relie la prévention, santé et l'approche numérique inclusive, je voulais vous partager le témoignage de la CNAV. Magali Rimbaud, référente numérique, va pouvoir nous en parler, puisque après une étude sur les besoins numériques des seniors, la CNAV a vraiment pris à cœur de développer un parcours numérique dédié aux seniors qui est intégré totalement à l'offre de prévention santé. Et du coup, Magali, si tu nous entends, je passe la parole pour nous partager justement quel gain la CNAV voit au développement de ces outils de e-santé pour le public senior. Quel est l'intérêt en fait pour eux, et puis comment est-ce que vous le voyez en termes de déploiement inclusif auprès du public senior? Merci Roxane. Bonjour à tous. Alors effectivement, nous allons au-delà en fait de la dimension prévention santé stricte, puisque le réseau assurance retraite qui est composé de la CNAV et puis des 21 CARSAT et CGSS, nous agissons pour la prévention de la perte d'autonomie au sens large. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait faire que les retraités autonomes le soient le plus longtemps possible en bonne santé physique et psychique à leur domicile, et en mettant du coup au cœur de nos politiques la promotion du lien social et l'activité physique. Or, le numérique est un formidable outil au service du bien vieillir, parce qu'il est en premier lieu un puissant vecteur de lien social et d'ouverture sur le monde. Et puis dans le même temps, on constate que l'exclusion numérique est un facteur aggravant d'isolement social. D'où le cœur de notre démarche, qui est l'inclusion numérique par et pour le lien social. Alors, dans un premier temps, pourquoi? Parce que on a prouvé, grâce à l'étude d'ailleurs que nous avons réalisée ensemble avec We Take Care, que avant 75 ans, la fracture numérique, elle est plus sociale que générationnelle. Il s'agit moins de développer des outils, des dispositifs spécifiques aux seniors que d'adapter vraiment l'approche numérique au centre d'intérêt de chacun, et puis de diversifier les formats et de répondre à l'étendue des besoins. Et puis aussi parce que le numérique, il requiert une certaine confiance en soi pour l'utiliser, se tromper, recommencer, et que les mécanismes d'autocensure, ils sont particulièrement développés chez les seniors. On entend souvent c'est plus de mon âge, c'est trop compliqué, etc. Et donc ces mécanismes sont souvent déterminants dans le rapport à l'apprentissage du numérique pour les seniors. Et puis enfin, parce qu'il est aussi nécessaire de comprendre les enjeux de la numérisation de la société, ses opportunités, tout le panel d'opportunités qu'elle offre, et donc notamment ce que vous présentiez tout à l'heure, ce qui est vraiment passionnant sur toute la dimension e-santé, notamment pour les publics à la fois aussi isolés socialement, mais aussi géographiquement. Et donc l'idée, c'est vraiment de permettre d'avoir les clés pour moins subir cette numérisation de la société, et vraiment comprendre, c'est l'enjeu, l'étendue des possibles qu'offre le numérique. Donc la singularité de la démarche que nous souhaitons vraiment promouvoir, c'est vraiment le numérique pour répondre aux besoins, et le numérique pour promouvoir le pouvoir d'agir des retraités. Nous avons donc développé en interrégime, ainsi qu'avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un atelier collectif
de prévention, donc au même titre que les autres ateliers collectifs de prévention en faveur du bien vieillir sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, etc. Nous avons créé un atelier autonomie numérique. Et donc l'idée, c'est que les personnes s'engagent dans un parcours complet d'apprentissage du numérique, de maîtrise des équipements pour savoir s'informer, communiquer en ligne et puis bien sûr également réaliser les démarches administratives essentielles du quotidien et en toute sécurité également. Donc vraiment, ce qui est central et singulier dans notre démarche, ce qui fait que notre démarche, à mon sens, est vraiment singulière, c'est qu'on a souhaité finalement inverser la vision classique du parcours de formation au numérique. On ne subit plus la numérisation de la société dans toutes ses dimensions, mais l'idée, c'est qu'on en devienne vraiment acteur. Et ça, c'est vraiment intéressant pour toutes les raisons que j'ai indiquées par rapport à ce public senior qui peut parfois se sentir à la fois éloigné du numérique parce que éloigné aussi de la société entre guillemets active. Voilà, donc on s'adresse aux personnes à partir de 55 ans pour aussi englober le passage très délicat du passage à la retraite, qui est vraiment un tournant de vie très conséquent. Les publics, évidemment, vivent à domicile ou en résidence autonomie. Et donc, nous souhaitons prioriser également notre action aux publics, comme je le disais, qui sont plutôt en isolement social et géographique. Et donc, nous avons également une volonté sur les territoires de structurer et de mailler territorialement cet atelier à la fois en amont avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les espaces publics numériques, les centres sociaux, bien sûr, les CCAS, les hubs numériques pour à la fois sensibiliser les personnes seniors à l'existence de cet atelier autonomie numérique et puis les orienter. Et puis ensuite faire qu'en aval, quand l'atelier est terminé, que la personne senior ne soit pas en difficulté si elle a un oubli, si elle a besoin d'un petit coup de pouce et qu'elle sache à quels acteurs de proximité s'adresser pour vraiment rester dans le temps autonome numériquement, donc avec évidemment un partenariat avec les maisons France Service dont l'assurance retraite est l'un des 9 partenaires. Merci beaucoup Magali. Et du coup, je vais laisser peut-être nos intervenants sur le plateau réagir si vous le souhaitez en quelques mots, parce que je vois qu'on a aussi un timing qui court. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le retour d'expérience. Est-ce que certains d'entre vous souhaitaient réagir à ces premiers propos? Alors, on a parlé des atouts indéniables du numérique en santé, gain de temps, meilleur parcours de soins, meilleure coordination. Et puis, vous évoquiez là tout de suite autour de la table ce besoin, par contre, d'amener les personnes de manière progressive, de manière rassurante vers ces outils et de mettre en place toutes les conditions pour qu'il n'y ait aucun problème à la fois au niveau de la protection des personnes et puis de l'approche pédagogique, je dirais, qui est empruntée auprès d'elles. Oui, je peux tout à fait dire un mot. Non, mais je pense que ce qui est dit là nous engage tous, en tout cas, et aussi les entreprises comme nous, qui sont des entreprises privées, qui avons à cœur une mission qui sert les citoyens, qui sert le service public, de travailler ensemble et d'aller sur le terrain. Je pense aussi que ce qui est dit là nous démontre qu'il y a une nécessité à être sur place, et je pense que vous ne direz pas le contraire. Et voilà, et tout ça se fera par des synergies. Parce que, par exemple, dans les ateliers qu'on va construire avec une association, on va élargir vraiment la question de la santé numérique pour montrer un petit peu tous ces aspects et pas évidemment être centré sur un service qui serait le nôtre, et en coopération avec les collectivités territoriales qui vont nous ouvrir les salles, qui vont nous prêter des lieux, qui vont appeler leurs citoyens à venir et qui vont le proposer aussi comme un service pour eux que nous aurons pu mettre en place avec un garant qui peut être le service public pour nous dire, et une association pour nous dire où aller, comment le faire en responsabilité. Et je pense que c'est
on peut se réjouir que des entreprises aillent dans cette direction-là et représentent un petit peu cette image de responsabilité. C'est peut-être quelque chose que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est de dire que finalement ces problématiques de fracture numérique, elles s'insèrent aussi dans des fractures déjà existantes, alors peut-être générationnelles, mais peut-être plus sociales, comme c'était dit, mais aussi géographiques ou d'autres natures. Et la réponse à travailler ensemble, c'est quelque chose aussi qui nous tient beaucoup à cœur au ministère, de dire peut-être que tout seul on ne va pas y arriver. J'ai entendu partenariat avec les France Services. Nous aussi, mon espace santé, c'est quelque chose qui est entré dans le bouquet de services de France Services. Et aller sur le terrain, on va faire un tour de France de l'inclusion numérique, prendre des retours, créer du lien entre les médiations numériques, les professionnels de santé, les acteurs de la santé. Donc toute cette stratégie de travailler ensemble, ça me semble vraiment aller dans le bon sens. Et c'est ce à quoi on tend aussi au ministère. On y reviendra peut-être après. Alors effectivement, on va rentrer dans la deuxième partie de cette conférence. On a établi le fait qu'il y a énormément de services en santé qui se développent, beaucoup de choses qui sont intéressantes pour les citoyens, qu'il y a néanmoins un enjeu de rendre ces services le plus inclusifs possible. La question maintenant, c'est comment. Donc on va traiter ce comment et je vais aussi demander à Claire Percé de nous éclairer sur avant de déployer les usages, il y a forcément des besoins en termes de réactivité du réseau, d'infrastructures. Et du coup, vous, en tant qu'acteur télécom, comment est-ce que vous êtes interpellé par vos partenaires sur ces sujets qui développent, en fait, vos partenaires qui développent des services de e-santé, comment vous voyez l'évolution de leurs besoins, de leurs demandes ? Alors effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un prérequis qui est le déploiement des réseaux, parce que c'est la base. S'il n'y a pas de réseau, il ne peut pas y avoir de services numériques ni de e-santé. Donc le déploiement des réseaux, c'est fondamental, que ce soit les réseaux fixes ou les réseaux mobiles. Il faut savoir que ça représente des investissements colossaux. Chez SFR, c'est à peu près un quart de notre chiffre d'affaires que l'on investit chaque année dans les réseaux fixes et mobiles. Et alors la crise sanitaire a été vraiment un tournant, puisque quasiment du jour au lendemain, la France entière a basculé en télétravail et le numérique est devenu quasi vital, je crois qu'on peut le dire. Donc on a été effectivement sollicité en urgence pour rajouter des antennes. On était en relation quotidienne, même plusieurs fois par jour, avec le ministère, parce qu'on se demandait est-ce que les réseaux vont tenir. C'était une grande première. Les réseaux ont tenu et c'est là qu'on voit que les investissements qu'ont fait les opérateurs, et là je parle au nom de tous les opérateurs, c'est qu'on fait des investissements colossaux, mais les résultats sont au rendez-vous puisqu'on a des réseaux solides qui nous ont permis pendant la crise sanitaire de vivre à distance, de maintenir une vie économique, de maintenir une vie sociale. Et pour ce qui est du secteur de la santé, on a été sollicité à de nombreuses reprises pendant la crise sanitaire pour augmenter la capacité parce qu'il y avait un afflux particulier. Alors je pense par exemple à la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, qui nous a demandé de mettre davantage de réseaux, d'augmenter les débits, puisqu'il n'y avait plus de présence physique, les gens ne pouvaient plus aller en agence, donc tout se faisait en ligne. Ça a été le cas de Pôle emploi aussi. Autre exemple, nos plateformes de numéros spéciaux ont permis aux ARS, les agences régionales de santé, de maintenir le lien avec nos concitoyens. Donc ça a été vraiment pendant la crise du Covid, pendant les 2 ans qu'on a passés, quelque chose de clé. Autre élément très concret, et on vit depuis 2 ans aussi, c'est les tests Covid. Quand vous faites un test Covid, et bien ensuite vous recevez un SMS ou un mail via une plateforme. Donc, une plateforme qui a été mise en place par le ministère de la Santé en partenariat avec la PHP. Et cette plateforme, CIDEP, tout l'aspect réseau de cette plateforme a été confié à SFR. Donc on voit que l'opérateur télécom a un rôle central à jouer. Pour vous donner juste quelques chiffres qui donnent un bon ordre d'idée, ça représente 1,5 million de mails par jour et 500 000 SMS par jour. Donc c'est des flux colossaux. Et ça illustre bien le rôle concret d'un opérateur dans la crise Covid. Dernière chose en lien avec la santé, c'est quand même la 5G, dont je voudrais dire un mot, qu'on a commencé à déployer il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, le but premier de la 5G, c'est de désengorger les villes qui sont saturées
où la 4G ne suffit plus. Donc ça, c'est l'usage premier. Mais demain, la 5G, ce sera de nouveaux services. Et notamment dans le domaine de la santé, on parle souvent de la téléchirurgie. Alors là, on est évidemment au tout début, on va dire. On est en phase de test, mais demain ce sera ça. Ça permettra aussi de mettre en place des ambulances connectées qui permettront de faire des diagnostics du patient dès qu'il est pris en charge dans l'ambulance et donc avant d'arriver à l'hôpital. Ça permettra de gagner du temps. Ça permettra aussi la transmission en temps réel des données pour les patients qui sont hospitalisés à domicile et donc de favoriser l'hospitalisation à domicile puisqu'il y aura une transmission de données instantanée entre le domicile et le patient. Donc voilà, juste quelques exemples, mais qui permettent de voir que numérique et santé ont beaucoup de choses à faire ensemble et encore plus pour la suite. Et on est ravis du coup d'accueillir aussi Fabienne Pioche-Laval, qui est représentante de la branche sanitaire de la Croix-Rouge française, et qui va nous partager aussi un certain nombre de retours d'expérience sur comment le secteur de la santé est aujourd'hui interrogé par ces développements du numérique en santé. Comment est-ce que ça vous questionne au niveau de la Croix-Rouge et comment est-ce que vous voyez les choses ? Bonjour. Bonjour. Bon, merci de me donner la parole. Effectivement, la Croix-Rouge française est un petit acteur en termes de présence sur le territoire, sur la filière sanitaire. Ce n'est qu'une quarantaine d'établissements et de structures, donc des hôpitaux et des services d'hospitalisation à domicile, des centres de santé. Et c'est une activité qu'on connaît moins de la Croix-Rouge. On connaît beaucoup mieux l'activité sociale, secouriste, internationale. Effectivement, comme tous les acteurs du secteur, la crise Covid a été une accélération phénoménale de l'utilisation du numérique en santé. Et au-delà de l'accélération des téléconsultations, des prises de rendez-vous, en fait, au moment du premier confinement, les acteurs de santé les établissements de santé ont dû vraiment se réorganiser. On a fermé les hôpitaux de jour. On avait à la Croix-Rouge, on dispose d'hôpitaux de jour infanto-juvéniles où on prend en charge par exemple des enfants atteints d'autisme. Et ce sont des enfants qui se retrouvent à domicile, qui doivent être gérés par les parents, par exemple. Donc, on a développé des équipes mobiles et on a développé des solutions d'aller vers. Ces solutions d'aller vers, en fait, ont été accompagnées par le numérique. C'était d'autant plus important que ça facilite, en fait, le déplacement des équipes auprès des domiciles. De la même façon, la Croix-Rouge est gestionnaire aussi d'EHPAD et de structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et comme ça n'a échappé à personne, il y a eu ce drame de l'isolement des personnes en EHPAD. Et donc, la Croix-Rouge a pris la décision d'équiper tous ces établissements de santé, ces EHPAD et ces établissements pour personnes en situation de handicap de tablettes qui permettaient aux résidents, aux patients de se connecter avec leur famille. On a eu donc un grand nombre de partenariats. Là, on a vu se développer des grandes solidarités autour de dons de matériel, de dons de gigas. Effectivement, c'était particulièrement important. Mais si on va plus loin dans le numérique en santé, on se rend bien compte que la prise de rendez-vous en ligne, les objets connectés, la téléréadaptation, tout ce suivi, vous en avez parlé avant, l'importance du suivi à distance du patient et des aidants, c'est une chose. On n'a pas parlé de robotique, d'intelligence artificielle. En fait, ce sont toutes ces innovations qui vont modifier profondément la façon de faire de la santé dans les établissements de santé. Et le sujet majeur, c'est la formation des professionnels de santé. Aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu majeur. Nous, on le voit dans nos établissements. Vous savez pas, mais
tous les professionnels de santé qui interviennent auprès d'un patient pendant le parcours, que ce soit la diététicienne, le médecin, l'infirmière, le kiné, l'ergothérapeute, renseignent dans ce qu'on appelle le dossier patient informatisé l'activité, l'acte qu'ils ont eu avec le patient. Or, on se rend compte aujourd'hui que certains professionnels de santé ont déjà du mal à se connecter au dossier patient informatisé, à renseigner au bon endroit les bonnes activités. Voilà. Et ça, alors qu'on est au tout début, en fait, enfin, au tout début, on est dans l'activité de base, on va dire, d'un professionnel de santé à l'hôpital. Même pour cette activité-là, on se rend compte que pas mal de professionnels de santé sont déjà sur des activités simples, éloignées du numérique. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ce sujet-là. Et effectivement, c'est un enjeu. L'inclusion numérique des professionnels de santé. Et je pense que ces dernières années, on a beaucoup travaillé l'inclusion numérique en lien avec l'accès aux droits et du coup beaucoup avec le monde social. Exactement les mêmes questions se sont posées. Et du coup, c'est intéressant parce qu'à la fois, il y a un enjeu d'inclusion de ces professionnels et en même temps, ils ont un rôle à jouer dans l'inclusion numérique des usagers et notamment dans les usages de e-santé. Alors du coup, je vais me tourner vers France Urbaine parce que quand on parle public fragile, forcément, l'enjeu de la proximité, il est énorme. Et du coup, je me questionne sur comment vous, au niveau des territoires, vous pouvez vous saisir de ce rôle que vous avez, forcément très terrain. Oui, parce que nous, effectivement, les collectivités territoriales, locales, les mairies, les agglomérations, les métropoles, elles sont en première ligne. Et elles ont une mission qui est de réduire les inégalités sociales et territoriale, et notamment en matière de santé. Donc l'enjeu, c'est travailler sur deux aspects qui rejoignent exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire travailler sur les professionnels. Et là, il y a beaucoup à faire. Déjà, l'accès au numérique, c'est dans les cabinets, c'est le premier sujet. Donc aussi, la télémédecine est un vecteur intéressant parce qu'il permet aussi de prendre des rendez-vous plus rapidement, donc montrer aussi aux professionnels qu'ils vont être plus efficaces aussi pour leurs patients, vont être un peu moins surchargés sur le plan administratif. Donc on a des dispositifs qui accompagnent aussi pour des mairies qui le souhaitent, dans des centres sociaux, dans des mairies aussi, tout simplement, des espaces de télémédecine. Mais il faut embarquer pour ça les professionnels de santé qui doivent voir cela comme une opportunité. Et ça, c'est très important. Prise en charge plus rapide, donc des rendez-vous. Puis ça augmente tout simplement l'offre de rendez-vous aussi disponible pour les patients du territoire. Donc ça, c'est un enjeu. Mais ne pas oublier d'animer la communauté locale. On a, par exemple, dans un certain nombre de collectivités, des contrats locaux de santé qui réunissent un certain nombre d'opérateurs. J'en ai un dans le 17e, par exemple. Et on définit avec les professionnels de santé des axes prioritaires sur lesquels on va travailler, on va agir et on va mettre des moyens. Donc ça, c'est très important. On a des villes qui ont investi la téléconsultation de premier niveau dans le hall de leur mairie. Viry-Châtillon, il y a quelques mois, nous a demandé effectivement de les aider, la métropole du Grand Paris, pour cofinancer un dispositif comme ça. On a eu à Aulnay-sous-Bois, il y a quelques mois, un projet porté par la collectivité de numériser un certain nombre de dossiers pour que les infirmières puissent développer la téléconsultation. Voyez, donc c'est des travaux qui sont et des opérations qui sont menées sur le territoire en proximité, et les métropoles en l'occurrence, mais les agglomérations sont là pour accompagner ces projets qui ne sont pas forcément absorbables, je dirais, sur le plan budgétaire uniquement par la commune. C'est là l'enjeu aussi des métropoles, c'est là l'enjeu des agglomérations. On est toujours plus fort à plusieurs sur ces sujets-là. L'enjeu de rapprocher le numérique des populations, de toutes les populations, c'est évidemment partagé, quelles que soient les différences territoriales, politiques et régionales. Et effectivement, vous parliez d'être plus fort à plusieurs et vous évoquiez tout à l'heure l'intérêt des partenariats. On a l'impression que les collectivités, de par leur rôle, c'est naturel d'ensemblier, jouent très bien ce rôle de mettre autour de la table les acteurs publics, les acteurs privés. C'est nouveau, ça s'est accéléré avec le Covid parce qu'on s'est rendu compte que les grandes agences de l'État étaient quand même très très éloignées. Elles n'ont d'ailleurs pas été assez réformées à mon goût et que je ne suis pas sûr que dans le fonctionnement, on a tiré des enseignements de cette crise sur le pilotage. On s'est rendu compte que les maires, que les collectivités prenaient des initiatives, mais
Mais il y a encore des choses à simplifier au niveau central. Ça marche. Et du coup, on va parler d'une autre initiative de territoire sur ces sujets de santé, l'Eurométropole de Strasbourg, qui effectivement, à cet échelon territorial, a un projet de territoire numérique, de territoire en santé. Et du coup, on a avec nous Anne-Marie Jean, qui est vice-présidente de l'Eurométropole sur les sujets d'emploi, de formation et d'économie durable, qui va venir témoigner autour de finalement la démarche du territoire qui a été d'abord de structurer un réseau inclusion numérique et puis ensuite, là aujourd'hui, avec un appel à projet, de le mettre au service du déploiement de l'e-santé. Alors du coup, je vous laisse la main, Madame Jean, sur ce témoignage et sur le cas spécifique de l'Eurométropole de Strasbourg. Oui, merci, bonjour. Effectivement, nous avons eu en fait deux démarches parallèles. D'une part, la structuration d'un écosystème autour de l'inclusion numérique et puis d'autre part, un travail autour de la santé qui se rejoint en ce moment, en effet, en associant inclusion numérique et santé. Un mot d'abord sur cette démarche d'inclusion numérique. Comme de nombreux territoires, nous nous sommes saisis de cette question il y a quelques années déjà et nous l'avons aujourd'hui vraiment mis au cœur de la stratégie de numérique responsable qui a de nombreux volets. Il y a des volets environnementaux, des volets d'usage numérique, mais aussi un axe très fort autour de la solidarité numérique. Donc ça nous amène à fédérer un écosystème d'une centaine d'acteurs sur le territoire et à partager avec eux énormément de méthodes, d'outils et au maximum d'outils en open data sur le portail de la collectivité. Et puis parallèlement, nous avons cette démarche territoire de santé de demain qui est labellisée dans le cadre du PIA. Donc c'est au départ plutôt un projet à vocation économique, de structuration économique et d'orientation d'investissement pour les mettre au service de la santé et de l'écosystème de santé et dans lequel nous avons dès le début, c'est un projet qui se fait sur 10 ans et qui a démarré il y a déjà 5 ans de cela. Dès le début, nous avons voulu associer très largement l'ensemble de l'écosystème, donc des grandes entreprises, des startups, le monde de la recherche, également l'ARS, la CPAM, enfin voilà, l'ensemble des acteurs du territoire, sachant qu'on a effectivement un territoire qui est très riche au niveau de son écosystème de pharmacie, de technologie médicale, de recherche. Nous avons notamment à Strasbourg l'IHU, qui est un institut de chirurgie guidée par l'image. C'est à Strasbourg qu'est né avec le professeur Maresco il y a 20 ans déjà la chirurgie numérique. Donc je rebondis sur ce que disait Claire Percet tout à l'heure au nom de tous les opérateurs. Pour faire ce genre de choses, oui, il faut des réseaux qui tiennent le choc. Mais évidemment, au-dessus vient se greffer la question des usages. Alors, territoire de santé de demain, dès le départ, ça a été 3 piliers. Travailler autour de la prévention, travailler autour de l'offre de soins de proximité et de l'amélioration des parcours des patients jusqu'à assez longtemps après les soins pour les suivre. On a dans ce projet donc cette grande communauté d'acteurs publics, privés, associatifs et une 50aine d'actions labellisées au PIA et qui sont entrés dans le programme au fil d'appels à projets successifs. Et donc l'un des derniers appels à projets, ça a été autour en effet de cette question de l'inclusion numérique et de la santé. Puisque nous avons constaté à Strasbourg, mais je ne vais pas le redire, ça a été dit par plusieurs intervenants déjà ce matin, que la crise sanitaire a donné un gros coup d'accélérateur à l'ensemble des usages numériques et notamment dans le domaine de la santé. Mais du coup, cela a marqué encore plus la question des inégalités d'accès au numérique et nous avons constaté que les inégalités d'accès aux soins et les inégalités d'accès au numérique venaient s'additionner, concernaient souvent les mêmes personnes et que c'était du coup un obstacle supplémentaire dans le parcours des personnes que de numériser l'accès à la santé. Donc il y a un vrai défi en termes d'inclusion numérique pour garantir à tous un meilleur accès aux services de santé. D'où cet appel à projet que nous avons lancé, appel à manifestation d'intérêt. C'est WeTechCare qui l'a emporté et les actions qui se dessinent dans ce cadre, c'est d'une part une grande sensibilisation des citoyens, citoyennes aux enjeux du numérique en santé. Donc nous prévoyons un événement à la rentrée pour toucher un grand nombre de citoyens, mais nous souhaitons aussi, et je rebondis là-dessus sur ce que disait la Croix-Rouge tout à l'heure, nous souhaitons aussi mobiliser les acteurs de santé parce qu'effectivement nous faisons le même constat que celui que vous avez fait, c'est que les professionnels de santé eux-mêmes ne sont pas forcément
familiers du numérique ou ne sont pas forcément sensibles aux difficultés que peuvent avoir leurs patients. Et c'est pas toujours facile pour les gens de dire si leur médecin leur dit faites ceci, utilisez tel service, de dire moi en fait je ne sais pas faire. Donc cet aspect de sensibilisation des professionnels de santé est quelque chose de très important. Nous visons d'en sensibiliser au moins 75 dans une première phase de travail. Et puis nous avons prévu de lancer également quelques projets expérimentaux, 8 partenaires d'ores et déjà identifiés pour accompagner les publics sur les usages spécifiques du numérique en santé, de façon à ce que l'arrivée du numérique dans nos vies, dans le domaine de la santé, soit vraiment un levier pour améliorer la santé sur le territoire et pas un frein. Merci beaucoup Madame Jean pour ce témoignage. Et du coup, on voit que les réseaux sont nombreux à pouvoir être mobilisés sur ces sujets pour nous aider à déployer le numérique en santé. Fabienne évoquait tout à l'heure les réseaux sanitaires. Vous évoquiez aussi tous les réseaux de l'accompagnement de proximité, les acteurs publics de proximité. On avait avec Madame Jean le témoignage des réseaux inclusion numérique constitués localement. Et puis au niveau de la DNS, il me semble que vous avez aussi fait ce travail pour déployer Mon Espace Santé, d'aller mobiliser des réseaux divers pour pouvoir assurer un meilleur déploiement. Oui, c'est vrai que on a mis au premier plan ce sujet de l'inclusion numérique avec le déploiement de Mon Espace Santé. Alors pour rebondir sur des choses qui ont été dites avant, c'est vrai qu'il y a les deux penchants. Il y a à la fois accompagner les citoyens et il y a à la fois accompagner les professionnels de santé. Donc je vous rassure, on n'a pas oublié non plus le deuxième penchant sur l'accompagnement des professionnels de santé avec des mécanismes d'incitation à l'usage avec des leviers qui sont à la fois financiers mais aussi la formation sur laquelle on investit pour qu'ils puissent se saisir de ces enjeux. Mais sur vraiment le volet citoyen, on a pris ce sujet dès le début. Je pense que d'ailleurs on peut dire que, en tout cas à notre connaissance, Mon Espace Santé c'est le premier service public numérique qui a été pensé avec une stratégie d'accompagnement dès le début et au cœur du dispositif. Donc nous, la stratégie à ce niveau-là, c'est vraiment de capitaliser sur les réseaux existants pour accompagner au déploiement de Mon Espace Santé, notamment accompagner les publics les plus éloignés du numérique. Donc on a une logique partenariale et c'est vrai que peut-être que les institutionnels, notamment en santé, jusque-là, n'allaient pas assez loin dans la logique de s'intégrer sur le territoire. Mais moi je vois le verre vraiment à moitié plein en disant que ils le font de plus en plus et elles le font, je dirais aussi de mieux en mieux, et on peut s'en féliciter, que ce soit les ARS, le réseau de l'assurance maladie également. Donc nous, on a loué 9 partenariats au niveau national, notamment avec la Croix-Rouge, mais on sera ravis aussi de pouvoir travailler avec ceux qui connaissent le mieux les citoyens sur le territoire, donc France Urbaine, la métropole de Strasbourg, d'autres initiatives locales qui nous donnent vraiment un lien avec les citoyens. Donc dans cette stratégie d'accompagnement, donc nous, l'idée, c'est vraiment de donner les clés, donner des outils aux médiateurs numériques pour qu'ils puissent aider les citoyens. Donc à date, on a formé plus de 4000 médiateurs numériques sur ces sujets de numérique en santé et en particulier sur Mon Espace Santé. On est en train de structurer un réseau alors, au niveau régional. Donc, on avait fait une expérimentation sur le deuxième semestre 2021 en Haute-Garonne, qui était un des départements pilotes du déploiement de Mon Espace Santé. On avait constitué une petite équipe autour de ces sujets d'accompagnement et d'aller vers les citoyens avec tous les représentants, donc des médiateurs, des représentants d'associations, des bénévoles, les institutionnels de santé, pour qu'ils fassent des actions. Alors on était en pleine crise sanitaire, donc typiquement des choses qui ont bien marché autour de la sensibilisation, c'était d'aller dans des centres de vaccination, là où il y a des gens qui sont dans une sorte de parcours de soins et qui sont sensibles à ces questions, où potentiellement en plus il y a de l'attente, donc de l'attention qui est portée à ces sujets-là. Et c'est ce dispositif donc des ambassadeurs Mon Espace Santé qu'on est en train de généraliser pour faire en sorte que l'inclusion numérique soit au cœur de ce dispositif, avec 18 recrutements de coordinateurs régionaux des ambassadeurs Mon Espace Santé, donc un coordinateur par région qui va porter cette stratégie au niveau local, au niveau régional, mais au niveau départemental aussi. Et l'idée, c'est vraiment de faire émerger dans les territoires des initiatives autour de l'accompagnement de Mon Espace Santé. Donc,
nous, il y a deux choses dans faire émerger des initiatives. On essaie de vraiment le prendre sur le volet vraiment terrain, en disant que peuvent faire les gens pour comprendre mon espace santé, pour que les autres prennent vraiment en main. Donc il y a différents niveaux. Nous, on imagine de la sensibilisation via du simple affichage, déjà, comme on disait tout à l'heure, sur le fait de savoir que ça existe, c'est déjà le premier pas. Ensuite, de la formation, donc avec des petites sessions, peut-être d'ailleurs, qui sont plus orientées pour les personnes les plus éloignées du numérique, avec de l'aide à l'ouverture de mon espace santé. On disait tout à l'heure que les produits numériques de l'État ne sont pas toujours les plus intuitifs. Il y avait quelqu'un qui nous disait dans une de nos sessions de formation, quand c'est compliqué, je sais que c'est l'État. Il y avait peut-être une petite question aussi de réassurance derrière, mais nous, on a essayé de faire quelque chose de simple, avec un espace santé qui s'ouvre en moins de 5 minutes, juste avec sa carte vitale. Et sur les autres actions, il y a également de l'action d'aller vers, où on le disait tout à l'heure, dans les différents chiffres, c'est vrai que ceux qui sont en situation de fracture le savent pas aussi forcément, et ça s'insère dans d'autres fractures. Donc je pense que c'est vraiment important d'aller vers ces publics-là. Et donc voilà, aujourd'hui, on compte sur le mois dernier plus de 78 actions qui ont été recensées, donc soit d'accompagnement, de sensibilisation, de formation. Et avec les 18 coordinateurs régionaux, on espère qu'on va pouvoir aller plus loin sur ces actions. Juste un dernier mot pour dire qu'en parallèle, on essaye nous aussi au niveau national de vraiment se rapprocher du terrain. On a lancé un Tour de France de l'inclusion numérique. Alors, la première étape est aujourd'hui à l'hôpital Henri Mondor, avec un double objectif, à la fois créer ces ponts entre la médiation numérique et le monde de la santé, parce qu'on pense que c'est vraiment important que à la fois les personnes soient accompagnées parce qu'elles sont éloignées du numérique, mais aussi que les professionnels de santé aient ce double rôle de je suis un référent en numérique parce que je sais l'utiliser, et puis je suis capable d'accompagner dans un premier niveau, ou au moins de rediriger vers les réseaux d'inclusion numérique dans un second temps. Et le deuxième objectif de ce Tour de France, c'est aussi de capter en direct des retours qui vont nourrir les évolutions du produit. Donc on espère que ce sera un produit exemplaire, en tout cas on s'y attache, et un produit exemplaire, on le fait évoluer en fonction des retours qu'on a. Et effectivement, je pense que sur le rôle des acteurs du soin en tant que relais de confiance sur les outils de e-santé, ils ont vraiment un rôle important à jouer. En réalité, les accompagnants numériques de proximité de notre communauté qu'on interrogeait, on s'est tourné vers 75 de nos aidants qui sont de profils très variés. On peut avoir des bibliothécaires, des secrétaires de mairie, des accompagnants de centres sociaux. Enfin, c'est vraiment des accompagnants de proximité très, très divers. Et c'est vrai qu'eux ont cette envie d'aller vers l'accompagnement sur les sujets de e-santé. À peu près la moitié d'entre eux, donc ça fait quand même beaucoup de personnes, ça fait plusieurs milliers de personnes qui ont envie de s'investir sur ces sujets, mais ils ressentent le besoin aussi d'embarquer les professionnels de santé et d'avoir plus de liens avec eux. Il n'y a que la moitié d'entre eux qui sont aujourd'hui en lien avec des acteurs de l'écosystème santé. Et comme avec l'écosystème social, là on a vraiment l'impression qu'il faut faire la conjonction des sphères et qu'il faut faire se rencontrer ces acteurs pour qu'ils puissent se comprendre, pour qu'ils puissent fonctionner ensemble et s'enrichir de l'intervention des uns et des autres. Ce qui nous a marqué aussi quand on les a questionnés, c'est qu'aujourd'hui, ils interviennent beaucoup sur ce sujet sous le prisme de l'accès au droit. Et donc, du coup, ils interviennent beaucoup sur amélie.fr. Quand on voit le spectre énorme du champ de la e-santé, on se dit mais il y a encore un champ très important à montrer en fait, qui est probablement méconnu. Et je rebondis du coup sur ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, étape 1, informer, faire savoir. Le citoyen qui ne connaît pas ce qui existe ne pourra pas s'en saisir. Donc connaître, comprendre et ensuite pouvoir se saisir d'eux. Il y a ces différentes étapes qui semblent essentielles et du coup, des aidants qui ont envie d'y aller mais qui ont besoin quand même, je pense, d'être outillés, d'être mis en lien pour pouvoir le faire pleinement. Et du coup, du côté de la Croix-Rouge française, il y a quand même aussi beaucoup d'initiatives qui sont prises sous l'angle du sanitaire, mais aussi sous l'angle plus connu de l'action, je dirais, vraiment sociale auprès des publics fragiles. Et du coup, Fabienne Pioche-Laval, est-ce que vous pouviez nous donner un petit peu plus de détails sur l'intervention Croix-Rouge? Alors depuis 2 ans, la Croix-Rouge a lancé un programme qui s'appelle le programme Déclic. Et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, en fait, c'est basé sur équiper
connecter, former. Donc en fait, ce programme Déclic, donc la Croix-Rouge dispose d'unités locales dans les communes. C'est un maillage territorial qui est très conséquent et qui permet justement de transformer, de mettre en place dans ces unités locales des points d'accès qui permet aux gens qui ne sont pas équipés de pouvoir se connecter. Donc ça, c'est le premier axe du programme Déclic. Le deuxième axe, c'est de permettre d'accéder à du matériel, de faire du don de matériel. On en a parlé tout à l'heure, du don de smartphone ou même des opérations don de giga, etc. Et puis le troisième axe du programme Déclic, c'est bien sûr de mettre dans ces relais numériques des unités locales de la Croix-Rouge des espaces de formation. Alors soit on va donner un coup de pouce pour ouverture, accès aux droits, etc. Soit vraiment construire un parcours de montée en compétences avec des formations. Donc ça, c'est ce programme Déclic qui est porté déjà depuis 2 ans par la Croix-Rouge et qui s'amplifie bien sûr au fur et à mesure. Et puis, nous avons répondu aussi à l'appel à manifestation d'intérêt du ministère sur les conseillers numériques France Service. Et donc la Croix-Rouge recrute ces 80 conseillers numériques France Service qui sont estampillés Croix-Rouge. Et puis la Croix-Rouge a également créé depuis quelques années un accélérateur d'innovation sociale qui s'appelle le 21. Et dans le cadre de cet accélérateur d'innovation sociale, on lance 2 fois par an des appels à projets. Et notamment dans le cadre du partenariat qu'on a avec We Take Care et la Fondation Ranch, le partenariat Impact Data, nous lançons des appels à projets qui sont qui se focalisent sur l'inclusion numérique. Et on a des startups, Granny Geek par exemple, qui est une start-up qui utilise un terrain d'expérimentation dans nos établissements pour les personnes âgées, pour sensibiliser et former les personnes dans nos EHPAD ou dans nos services de gériatrie à l'utilisation du numérique. Et puis le troisième axe sur lequel on travaille, c'est bien sûr le partenariat avec la délégation du numérique en santé, puisque ce partenariat va être annoncé aujourd'hui dans le Tour de France du numérique en santé, à la fois sensibilisation dans nos établissements, création d'événements, formation des conseillers numériques, et puis utilisation en fait de tout notre intranet, de tous nos newsletters, parce que la Croix-Rouge c'est une communauté entre les 60 000 bénévoles et les 20 000 salariés, ça représente 80 000 personnes, donc 80 000 personnes qui peuvent être sensibilisées et jouer un rôle, comme on l'a dit, à plusieurs niveaux sur le déploiement de mon espace numérique en santé. Alors si j'essaie de résumer ce qu'on vient de se dire sur le comment, il y a un enjeu de fédérer en fait et de mobiliser tous les réseaux existants qui peuvent nous aider à contribuer en fait au déploiement des services de e-santé de manière large. Pour les mobiliser pleinement, il faut les mettre en lien, il faut les outiller aussi. Alors nous on a l'habitude de fonctionner ainsi sur d'autres thématiques, par exemple la thématique de l'emploi, sur la thématique de la gestion budgétaire aussi. Plusieurs étapes, il faut sensibiliser. Il faut informer d'abord. Alors on le fait de diverses manières. Généralement on mobilise la plateforme Les Bons Clics et les supports qui sont à notre disposition pour le faire, via du webinaire, via de l'article, mais via aussi le relais de contenus existants. Et là du coup je pense particulièrement à mon espace santé parce que c'est l'actualité, mais les contenus du kit Mon espace santé produit par la délégation du numérique en santé sont maintenant accessibles sur la plateforme. L'objectif, c'est vraiment de rendre disponible le maximum d'informations et de contenu pédagogique aussi. Parce qu'une fois qu'on a compris, c'est pas tout à fait la même chose de se mettre à l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et du coup, on ressent ce besoin d'outiller ces accompagnants, ne serait-ce que sur le volet
j'en parle à quelqu'un d'autre, je sensibilise quelqu'un d'autre à ce sujet et je montre l'intérêt d'eux. Alors les intérêts, on en a parlé en première partie longuement, donc je ne reviens pas dessus, mais tous ces leviers-là nous semblent essentiels, de contenu, d'articles, d'explications. Voilà, si on est très pratico-pratique, il nous faut des outils et puis il nous faut aussi des méthodes et là, je pense qu'il faut vraiment mobiliser pleinement les réseaux locaux qui se sont structurés, les réseaux nationaux, je pense au Bon Clic parce qu'on les connaît bien, mais en réalité, tous les réseaux que vous avez évoqués, le réseau Croix-Rouge qui est énorme de bénévoles qui peut être mis à disposition de ces nouveaux sujets, et puis aussi le digital, en réalité, on parle de digital inclusif, mais on peut aussi s'en servir pour le déploiement de ces services utiles à tous, et notamment pour mobiliser les intermédiaires. Alors, ils ne sont pas tous également à l'aise sur le sujet, mais nous, on pratique beaucoup cette méthode et finalement, on se rend compte qu'on peut aller chercher plein d'aidants de cette manière-là, de manière très large, et puis surtout que derrière, on est capable aussi de mesurer l'impact de ce qui est fait et aussi l'impact au niveau de l'accompagnement des usagers. Et finalement, c'est ça qu'on recherche, je pense, tous, c'est qu'un maximum d'usagers et de publics, notamment les plus en fragilité, puissent accéder aux services. Alors, je vais vous laisser la main pour un dernier peut-être petit tour de table. Si vous avez un mot conclusif d'appel ou de remarques ou de priorités qui vous semblent essentielles à partager avec le reste de notre auditoire sur les sujets de numérique en santé et notamment d'un déploiement inclusif de ces services de santé. Je vous laisse peut-être la main. Alors je vais commencer par Claire et puis de nous donner un petit peu le champ de tout ce qui peut se faire. Fabienne a évoqué tout à l'heure le champ des possibles en termes d'innovation aussi finalement numérique en santé. Donc qu'est-ce qui nous attend ? Du coup, je vais terminer par un exemple qui tiendra lieu de conclusion et c'est un projet qui nous tient très à cœur chez SFR qui s'appelle TEDdy, travailler ensemble à distance et en interaction. C'est un projet qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, également par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui s'adresse aux enfants malades qui ne sont pas en capacité d'aller à l'école et qui leur permet pour autant de suivre leur scolarité. En fait, c'est un petit robot qu'on met à l'intérieur de la classe et qui permet à l'enfant de suivre ses cours aux côtés de ses camarades, que ce soit donc de chez lui s'il est hospitalisé à domicile ou depuis l'hôpital ou depuis toute structure médicale dans laquelle il se trouve. Et donc ce petit robot, c'est une grande première mondiale et SFR est fier d'assurer la connectivité en 4G en fournissant 2400 cartes SIM dédiées aux équipements. Donc on travaille étroitement avec les collectivités justement, puisque ce sont les communes, les départements et les régions qui sont en charge des collèges, des lycées et des écoles. Donc je trouvais que c'était un bel exemple pour terminer qui montre que les opérateurs télécoms, le monde du numérique, les opérateurs télécoms en particulier, ont un rôle majeur à jouer dans l'accès aux services de e-santé, un rôle capital à jouer dans la santé, tout ce qui est santé dématérialisée et inclusion numérique. Merci beaucoup. Pour conclure, peut-être les priorités, vraiment avoir une démarche partenariale de co-construction, ça me semble vraiment important et de l'ancrer vraiment dans les territoires. Voilà, c'est eux qui sont le plus à même de connaître leur écosystème local et d'avoir de l'impact sur ces thématiques d'inclusion. Ensuite, au-delà de la thématique d'inclusion, sur les thématiques numériques en santé, vraiment, notre but, c'est vraiment que Mon Espace Santé soit au cœur, soit une brique de base sur lesquelles Doctolib, mais aussi d'autres acteurs privés ou de la société civile vont pouvoir se reposer. Quand on a un identifiant de numérique en santé qui est déjà disponible dans Mon Espace Santé, en fait, quand on est une application tiers, on n'a pas à reconstruire toute cette base-là. Quand on a un registre des professionnels de santé qui est déjà enregistré, on peut le réutiliser plus facilement. Typiquement, ça a été mobilisé dans le cadre du Covid. Donc, en mettant en place ces communs numériques, finalement, on pense qu'on peut vraiment participer à l'essor et à l'accélération de ce secteur du numérique en santé.
On l'a déjà dit, mais du coup, la partie accompagnement, pour nous, c'est un corollaire qui est obligatoire sur le déploiement du numérique en santé. Donc, on va continuer à avancer, à faire des partenariats pour faire un déploiement au plus proche des citoyens et de ceux qui sont le plus éloignés du numérique à grande échelle, en essayant d'inclure évidemment tous ces publics-là pour qu'ils puissent avoir accès à mon espace santé. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on essaie de le faire le plus rapidement possible, mais voilà, c'est une plateforme qui vient à peine de naître, on est dans ses premiers mois, donc on espère qu'on aura plein de choses à tirer de positives sur cette phase de déploiement pour aller de l'avant par la suite. Merci. Alors pour moi, la conclusion, ça sera surtout, je pense, aux difficultés qu'ont les hôpitaux actuellement, les professionnels de santé. On sait déjà qu'on va avoir du mal à passer l'été. La plupart des établissements de santé sont obligés de fermer des services tellement on a du mal à avoir des professionnels de santé, des infirmières, des médecins, des aides-soignants. C'est vraiment la difficulté du moment. Donc je pense que le numérique en santé, il faudrait vraiment, ça a été dit tout à l'heure, mais je crois que la finalité, c'est de faciliter, c'est de faire gagner du temps aux professionnels de santé pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier, la prise en charge des patients, la clinique. Et voilà, alors moi, mon souhait, ça serait vraiment qu'on passe cette première étape, qui est une étape qui demande du temps aux professionnels de santé pour s'acculturer à cette transformation numérique et qu'on soit le plus vite possible dans la deuxième étape, c'est-à-dire les gains du numérique qui permettent de libérer du temps de soins. Très clair. Bon, ma conclusion, ce sera de rappeler qu'il est important aussi de soutenir l'innovation et soutenir les projets d'innovation en santé, portés par exemple par des hôpitaux, vous en parliez à l'instant. À Montpellier, par exemple, il y a un projet qui est soutenu pour adapter un certain nombre de terminaux au handicap des personnes, par exemple, qui sont très... Enfin, je veux dire, il faut que les maires, il faut que les élus, il faut qu'ils s'approprient ce sujet-là. Il y a un gros travail aussi sur la santé qui reste le principal sujet de préoccupation des Français. On l'a vu à l'occasion du débat présidentiel. On voit bien que dans les 3 sujets essentiels, la santé revenait à chaque fois. Il y a eu certes l'effet Covid, mais il y a aussi un contexte structurel d'inquiétude. Donc le numérique doit aussi être une chance et les élus doivent s'emparer durablement de ces questions et être le pivot, l'architecture du territoire de santé, d'où ils exercent leur mandat notamment. Eh bien, merci beaucoup à tous les 4 pour votre présence et vos témoignages. Merci à vous qui nous avez écoutés sur ces sujets numériques et santé de manière inclusive. On espère qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais qu'en tout cas, les premières initiatives nous mènent dans le droit chemin. Merci encore. Merci. Merci. Merci.